Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance, c'est le journal en langue française. Dans toutes les juridictions, il est normal que la Cour traîne dans la publication des jugements pendant qu'elle voit qu'il y aurait une insécurité auprès des témoins ou toute autre personne participant dans le dit procès. Le gouvernement se lamente qu'il n'a pas été signifié de la décision du 25 octobre. Maître Gustave Nyondima, qui fut stagiaire à la CPI, mentionne aussi qu'il n'y contient aucun défaut. Je vous propose de le suivre. En date du 25 octobre 2017, le bureau du procureur qui avait soumis sa requête auprès de la chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale a eu gain de cause via donc cette cour parce que cette dernière a autorisé le bureau du procureur à mener des enquêtes proprement dites sur la situation au Burundi. Et souvenez-vous que le Burundi avait fait son retrait du statut de Rome ayant créé la Cour pénale internationale le 27 octobre 2016 concernant la notification au secrétariat général des Nations Unies. Et en vertu de l'article 127 du statut de Rome, le retrait devient effectif après une année de la réception de la dite notification de retrait au secrétariat général des Nations Unies. De la part du gouvernement du Burundi, ils arguent à tort que la Cour pénale internationale aurait antidaté la date parce que ça a été rendu le 25 octobre 2017 et que la notification a été faite à l'endroit du gouvernement en date du 9 novembre 2017. Vraiment, je dirais que je suis un peu époustouflé par ces propos du gouvernement parce que même au niveau interne, dans les juridictions internes, un tribunal ou une cour peut rendre un jugement et que le greffe signifie de ce qui a été rendu au concerné, même 30 jours après. La procédure de signification du jugement est connue par n'importe qui. N'importe qui, ici je dis certains justiciables, même les professionnels du droit, les avocats, les magistrats, etc. Dire qu'il y a eu des magouilles de la part de la Cour pénale internationale, je dirais que c'est du mensonge pur et simple. Et tout est prévu par la loi internationale, tout est prévu même par le statut de Rome. C'était pour protéger uniquement les témoins et les victimes. Ça n'a rien à voir avec des magouilles comme le prétend dire le gouvernement du Burundi. On ne peut rien attendre. Président de l'Ouganda et celui de la Tanzanie en rapport avec la sortie de la crise des Burundais, comme le dit Emmanuel Nkengurutse, tenant compte aux propos récemment introduits par ses présidents en montrant que la CPI a brûlé les étapes sans même consulter les États d'Afrique de l'Est. Emmanuel Nkengurutse continue en disant que ces deux hommes lancent ces propos comme signe d'impuissance face à la crise qui secoue le pays depuis 2 ans sans leur intervention. Suivez Emmanuel Nkengurutse. Je ne le pense pas, parce que, voyez-vous, les valeurs de justice, de droits de l'homme, n'est-ce pas, qui sont défendues à travers les enquêtes qui vont se faire, sont combattues. Ces valeurs de justice, de droits de l'homme, de démocratie, d'état de droit sont des valeurs prescrites dans le traité instituant l'East African Community. Comment est-ce que ces présidents ne défendent pas ces valeurs? Lorsqu'ils s'opposent aux enquêtes, lorsqu'ils soutiennent celui qui commet des crimes, ils ne défendent plus le traité EAC. Deuxième chose, lorsqu'ils se mettent du côté du gouvernement, uniquement, un gouvernement qui commet des crimes de droit international, là c'est clair qu'ils ne peuvent pas être assumés la médiation comme il convient. Ils n'ont pas la neutralité voulue pour faire ça. Je signale qu'en Tanzanie, le lieu qui abrite les négociations,
on voit toujours des réfugiés, on les prend, on les extrade de force sur le Burundi. Et c'est sûr que ces gens-là sont tués systématiquement. Ils ont fui la persécution, la mort, la torture. Et maintenant, on les prend. Comment est-ce que demain, ceux qui vont négocier ne seront pas pris de force et extradés? Ça a failli être le cas avec le président du MST. Je me souviens. On ne sait toujours pas les 4 leaders des FPB où ils sont. Par conséquent, le lieu qui abrite actuellement ne donne pas de garantie suffisante pour une participation des leaders de l'opposition aux négociations. Donc là, c'est clair, c'est établi. Et le président Museveni lui-même, il vient de passer 2 ans. Lorsqu'il condamne la décision de la CPI, c'est en réalité un aveu d'impuissance et d'échec. Les dirigeants du gouvernement burundais devraient voir comment son peuple croupisse dans la misère et se souviennent que la solution se trouve dans le dialogue inclusif. C'est un appel de Antoine Nduwayo qui fut Premier ministre du gouvernement burundais. Il profite de l'occasion pour montrer ce qui a poussé le gouvernement de l'époque pendant que le FDD était encore au maquis, que c'était pour l'intérêt du peuple menacé par ce mouvement rebelle. Même le gouvernement actuel devrait sauver son peuple en dialoguant avec l'opposition. Écoutez plutôt Antoine Nduwayo. Ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, la population a souffert aussi. Mais quand je regarde les dégâts de l'époque, comparé aux dégâts actuels, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on souffre énormément. Et même les gens qui avaient fui le pays, ce n'était pas dans les 400, 500 000. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand même, le pays, la crise avait éclaté au moment où le pays vraiment était un pays qui évoluait bien sur le plan économique et social. Et ça a tenu. Ça a tenu. Il y a eu de l'ordre. Les policiers n'étaient pas là pour tuer les citoyens, de simples soupçons. Les manifestations continuaient. Moi, je me rappelle, quand j'étais Premier ministre, on a manifesté contre le gouvernement. On ne pouvait pas dire c'est c'est-à-dire encercler les gens par simple soupçon, on l'arrête. Il n'y avait pas de milices. Il y a eu à l'époque, on a eu des milices qui pourraient se créer, mais très vite, on a stoppé cette affaire. Que ce soit du côté d'une milice de Frodebo, comment on appelait ça, les Gédébou, ou du côté des milices de différents partis de l'opposition, les sans-échecs, etc. Tout ça, nous avons dit, bon, ça ne peut pas marcher. On a demandé à l'armée et à la police d'arrêter tout ce monde-là, quelle que soit l'obédience de laquelle ils se reconnaissent. Et ça a permis justement que les négociations commencent et que ça continue. Et même cette histoire-là, ceux qui ont voulu renverser le pouvoir, etc., tout ça qu'on avance aujourd'hui comme argument, personne ne pouvait avancer cet argument. Alors, je pense qu'il faut carrément dire qu'il y avait quand même des gens qui avaient le sens de l'État, qui savaient que si les choses vont trop mal, ils devront emporter les responsabilités.
Quelle était la faiblesse du gouvernement dans ce moment pour s'engager aux négociations? C'est pas parce que le gouvernement était vaincu, mais c'est parce qu'il voyait que plus loin, ce n'était plus une question de vaincre ou de ne pas vaincre. S'il voulait vaincre et tuer, il disparaîtrait définitivement. Et c'est ce qui va arriver ici. Et concernant les présidents de l'Ouganda et la Tanzanie dans leurs propos récemment annoncés où ils disent qu'ils n'ont pas été consultés par la CPI dans la décision de l'ouverture des enquêtes sur le Burundi, Antoine Nduwayo dit que c'est pour justifier leur inertie face à la question du Burundi. Suivez Antoine Nduwayo. D'abord, la mission qu'ils ont acceptée, c'est de ramener plutôt les protagonistes ensemble et essayer de résoudre le problème paisiblement. Par la négociation. Et les négociations, nous avons déjà eu l'exemple de choses où réellement, ceux qui sont allés négocier n'avaient pas tergiversé longtemps. Mais ici, on a tergiversé longtemps et il y a des choses qu'on a chambardées. Hein, les gens ont été tués, il y a des cadres qui ont quitté le pays, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'en très peu de temps, on va résoudre ce problème. Ça, c'est la première chose. Donc, de ce côté-là, je doute qu'eux, ils peuvent résoudre le problème burundais aujourd'hui. Deuxièmement, la Cour pénale internationale n'est pas là pour trouver la solution à la crise. Elle est là pour faire des investigations, chercher, voir, puisqu'il y a trop de crimes qui ont été commis. Et ces crimes, ils vont voir que ce sont les crimes qui tombent dans les prérogatives, les compétences de cette cour, et ce qui peut être considéré comme des crimes, mais quand même qui ne tombent pas là. Et ça, je ne pense pas qu'il y a une relation quelconque entre les deux présidents ou leur pays et la Cour pénale internationale en ce qui concerne le Burundi. Et d'ailleurs, même les États les plus forts du monde, on a mis en place cette cour. Personne ne va lui donner les orientations, comment il doit faire. Personne. D'ailleurs, dans les grandes démocraties, il y a la séparation des pouvoirs. Et je peux dire qu'au niveau de la communauté internationale, au niveau des Nations Unies, les mêmes États ont accepté qu'il y ait une juridiction qui ne dépend pas des États. Le seul partenaire avec la Cour pénale internationale, c'est les Nations Unies. C'est tout. Et pour clore ce journal, dans son projet Ndondeza, les enquêtes menées sur M. Dieudonné Garungu de la province de Ngozi nous indiquent qu'il a été porté disparu en date du 17 juin 2016. Ce dernier était membre influent du parti CNDD-FDD avant qu'il n'adhère au parti FNL. L'ONG Focodé demande que l'administrateur de la commune soit poursuivi ainsi que le chef du CNR de cette même province pour savoir ce qui lui est arrivé. On écoute Pacifique Ninina Hadoué, président du Focodé.
L'OFOCODE vient de sortir son rapport sur la disparition forcée de M. Dieudonné Garungou depuis le 17 juin 2016. Dieudonné Garungou avait d'abord été un militant du parti CNDD-FDD avant d'adhérer en 2010 au FNL d'Agathon-Rwassa. Cette adhésion au FNL lui avait valu beaucoup de menaces et d'ennuis à son service à Lonatel parce qu'il était considéré comme un traître dans son parti d'origine. Dieudonné Garungou aurait figuré sur la liste des candidats députés en Ngozi pour le compte de la coalition Amizero Yabarundi en 2015, mais il n'a pas été retenu. À partir de cet instant, il a continué à recevoir des menaces. En janvier 2016, il avait déjà annoncé à ses amis, à ses proches, qui étaient gravement menacés par l'administrateur communal d'Ongozi, Rajabu Songambere, en raison de son appartenance politique. Et il a constaté qu'il était constamment filé par des agents du service national de renseignement, à tel point qu'il a fini par adopter des mesures drastiques de sécurité. Il devait être à la maison chez lui chaque soir à partir de 17h. Selon les informations obtenues par le FOCODE, le 17 juin 2016, Dieudonné Garungou avait vaqué normalement à ses occupations de technicien de Lonatel Ngozi. Vers 15h, il aurait passé au bureau de son épouse. À partir de 17h, il a été constaté que son téléphone était éteint. Entre-temps, Dieudonné Garungou aurait passé dans un sauna dénommé Sangwe, situé au chef-lieu de la province Ngozi. C'est à ce sauna que des agents du service national de renseignement l'auraient retrouvé, l'auraient arrêté. Ils ne lui auraient même pas donné l'occasion de pouvoir porter ses vêtements. Et les agents du renseignement auraient également emporté sa motocyclette de service. Selon les informations obtenues, il aurait ensuite été emmené au bar Sizaviegwa appartenant au colonel Dominique Nyamugaruka, commandant de la BSPI. Ce bar a déjà été cité comme un lieu de torture des opposants arrêtés en province d'Ongozi. Ce qui nous a étonné dans cette enquête est que Lonatel, qui a employé M. Garungou, est resté muet et n'a jamais communiqué, n'a jamais cherché à retrouver son employé. Le FOCODE demande alors une enquête sur cette disparition forcée et une enquête sérieuse sur le rôle qu'aurait joué M. Songambere Rajabu, administrateur d'Ongozi, et M. Venamiworo, chef du renseignement Ngozi, dans la disparition forcée de Dieudonné Garungou, étant donné les menaces et les filatures qui pesaient sur Dieudonné Garungou depuis 6 mois avant sa disparition forcée. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.